Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 15 janvier. Attention, avant de prendre l'avion, si vous vous êtes fait tatouer le visage, il vous faudra changer la photo de votre passeport. Le député Steve Chayou a fait l'objet de toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux après son tatouage aux marquises. Une nouvelle passerelle pour se rendre au Whenua Ahere. Te Ahupu'o se modernise et sécurise ses infrastructures en prévision des Jeux Olympiques. L'édifice devrait être fin prêt pour le mois d'avril, juste avant la Tahiti Pro. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire après les vacances de Noël. Pendant ces 4 semaines, les internes sont rentrés chez eux. Ce matin, ils ont réintégré leur lycée. Au lycée Diadème, ils sont plus de 300. Autre pensionnat, celui du lycée Gauguin, un peu moins important puisqu'il compte 130 élèves. Nous serons en direct avec Stelio Tata, étudiant en terminale. Il vient de Moorea. Et pour parler des problématiques de la rentrée, le transport, le remplacement des professeurs, les travaux de construction, le bilinguisme, le ministre de l'Éducation, Ronite Ipaya, est notre invité ce soir. Enfin, nous irons à La Réunion, dans l'océan Indien, où le cyclone Bellal a été moins puissant que prévu. Bilan 1 mort, plus de 700 personnes dans les centres d'hébergement et des milliers de foyers privés d'eau et d'électricité. L'information a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le député Steve Chayou aurait été refoulé à l'embarquement vers les États-Unis à Tahiti Fa'a. En cause, un tatouage de tête non conforme avec sa photo de passeport. Une rumeur, selon les députés, qui assume son tatouage et évacue toute polémique. Reste que la vigilance est de rigueur avec l'immigration américaine. Caroline Fary, Hubert Liao. Un cancan de plus sur cette page satirique de Facebook. Le député polynésien Steve Chayou, récemment tatoué au visage, n'aurait pas pu embarquer pour les États-Unis. Simple rumeur selon le principal intéressé qui confirme s'être fait tatouer lors du Festival des Marquises en décembre dernier. Une décision mûrement réfléchie depuis 7 ans et un engagement plus culturel que politique. Le tatouage que j'ai sur le visage est le prolongement d'un plus grand tatouage que j'ai sur le corps et qui signifie en fait, qui est la marque en fait d'une divinité polynésienne. C'est un engagement culturel en continuité finalement du parcours que j'ai pu avoir dans notre pays, c'est-à-dire que j'ai commencé dans le monde culturel et que je suis toujours issu de ce monde culturel et c'est le monde culturel, ce sont nos cultures qui nourrissent d'une certaine manière mon engagement politique et ma connaissance de la société polynésienne. Chez les Polynésiens, le tatouage de tête, synonyme de connexion avec le ciel, rappelle la spiritualité, la connaissance et la sagesse. Ce positionnement, qui n'est pas anodin, peut étonner dans le milieu des tatoueurs. Le motif, c'est spécial Samoa. Ça n'a rien à voir avec le marquisien. Pourquoi dans le visage et pas ailleurs? Parce qu'il n'a presque rien sur les bras. Et lui, il a été direct sur le visage. Un geste symbolique pour le député qui balaye toute polémique autour de son retour sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est mal perçu par les haters. Moi, ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai avec mes concitoyens lorsque je me promène dans la rue. On m'interpelle, on prend des photos avec moi, on m'encourage, etc. Donc il y a 2 mondes. Il y a le vrai monde, celui de la vie de tous les jours quand les gens viennent te rencontrer physiquement. Et puis il y a le monde virtuel où tout se fait, tout se dit n'importe comment et surtout tout se dit n'importe quoi. Reste que l'immigration américaine ne plaisante pas avec les apparences. Si le tatouage de tête n'est pas interdit sur les papiers d'identité, la photo se doit de correspondre à la réalité. À ce jour, je pense que ce serait plus raisonnable si vous modifiez votre visage avec un tatouage ou avec n'importe quelle chirurgie esthétique, qui serait de refaire, bien sûr, une photo à jour de ce passeport. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un cas où vous ne serez pas admis. Steve Chayou, qui doit se rendre à Paris le 27 janvier, pourra bientôt tester son tout nouveau passeport face aux autorités américaines. 364 millions de francs, c'est le coût de la nouvelle passerelle de Te Ahupu'o. L'édifice en métal facilitera la circulation des habitants et des touristes, notamment lors des Jeux Olympiques. Ce matin, le ministre de l'Équipement, Jordi Chan, s'est rendu sur place pour un état des lieux. Raihei Nadjarian et Melissa Chong étaient avec lui. Pas un instant de répit à Te Ahupu'o. Les coups de pelle s'enchaînent pour finaliser la nouvelle passerelle. Un assemblage millimétré qui a démarré depuis une semaine. Pour certains habitants du village, c'est un investissement durable pour les années à venir. C'est agréable, je remercie le pays pour ça, parce qu'il y a des millions, ils ont dépensé. Hein. Alors, on remercie pour
pour ça. On est habitué de loger les surfeurs tous les années. Ça nous amène les millions tous les années, on est habitué. Ça facilite pour tous les touristes qui viennent ici chez nous. Il n'y a aucun problème, contraire. C'est une chose qui suit un peu l'évolution de tous. 44 mètres de long pour un poids de 35 tonnes. La nouvelle passerelle devrait être ouverte au public d'ici fin avril. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Les travaux ont bien avancé. Nous avons posé la passerelle la semaine dernière et nous avons prévu de la mettre en service d'ici le mois d'avril. Il nous reste encore quelques travaux à effectuer avant de l'ouvrir à la circulation, notamment la finalisation des soudures, mais également la pose des structures béton et la pose des garde-corps. L'objectif, c'est effectivement de l'ouvrir avant la WSL. Avant cela, il nous faut effectuer des essais qui nous permettront de valider la structure. Et une fois que ces essais seront réalisés, nous pourrons l'ouvrir à la circulation. La prochaine compétition de surf de la World Surf League aura lieu au mois de mai. Un premier essai pour la nouvelle passerelle. Celle-ci devra être opérationnelle avant les Jeux Olympiques. Et puis des travaux sont prévus sur la route à la Punaru et à Hitia'a. Ce matin, jour de rentrée, au rond-point de la Punaru, la circulation était fluide. Cela tient à peu de choses. L'échafaudage qui a servi à repeindre le pont avait été retiré. Selon le ministre de l'Équipement, les travaux commenceront demain avec la fermeture de l'une des voies extérieures du rond-point. Mais pas de quoi s'inquiéter, selon le ministre. Après un mois de vacances scolaires, c'est donc la rentrée parmi les élèves. Les internes doivent de nouveau quitter leur famille pour se consacrer à leurs études. Les conditions d'hébergement sont le plus souvent bien moins agréables qu'à la maison, mais la situation devrait s'améliorer à l'avenir, en tout cas pour les 368 internes du lycée Diadème, le plus gros internat de Polynésie française. Nicolas Suir et Heidi Enko. Les élèves internes entreposent leurs bagages ici, comme à chaque retour de vacances. Ils ne les récupèrent que le soir. Au moins, toute la journée, on n'a pas besoin de se trimballer avec nos affaires. Et s'ils ne rangent pas tout de suite leurs affaires dans des placards qui leur sont alloués dans les dortoirs, c'est pour une raison pratique. Ça mettrait aussi un petit peu les élèves en retard parce que là, ils posent tout de suite leurs bagages. S'ils accédaient au dortoir, ils ouvriraient les placards, ils rangeraient. Donc, par souci de praticité pour tout le monde, en fait, on ouvre la bagagerie le lundi. Ils récupèrent le soir leurs affaires et ils s'installent tranquillement dans les dortoirs après 17h. Voici l'un des dortoirs standards du lycée Diadème. Celui-ci est dédié à 46 filles. Elles dorment très proches les unes des autres. Une situation qui ne leur laisse quasiment aucune intimité. C'est vrai qu'il y a des élèves qui ont un petit peu de mal à ne pas supporter le manque d'intimité. Mais après, ça fait, nos surveillants, nos maîtres d'internat sont vraiment des personnes qui travaillent avec beaucoup de bienveillance et ils prennent vraiment le relais des parents. Hein. Les filles, ce sont des mamans, des papas et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges avec les internes. Quant au confort du dortoir, depuis 2 ans, les 3 bâtiments où dorment les internes sont climatisés. Ils n'ont plus à souffrir de la chaleur, mais le reste des commodités est à revoir. On n'a pas d'intimité et quand on va à la douche, déjà, il n'y a pas beaucoup de douches, du coup, tu es obligé d'attendre ton tour et c'est très long. Des fois, l'eau, si elle n'est pas forte, il n'y a pas souvent d'eau chaude, du coup, c'est compliqué. Il faut quand même avoir du courage pour rester ici alors qu'on n'est pas forcément dans de bonnes conditions. Le personnel administratif est d'accord, les internes ont du mérite. Le proviseur nous annonce la construction de 2 bâtiments au mois de juillet. Ils devraient être opérationnels en janvier 2026. Les internes seront alors répartis par groupe de moins de 10 dans des chambres plus petites. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une centaine à avoir réintégré l'internat. Les autres viennent de loin et sont tributaires des transports. Dans le courant de la semaine prochaine, ils devraient tous être présents en cours. Voilà pour l'internat du lycée Diadème. Je vous propose de nous rendre dans un autre internat, celui du lycée Gauguin. On va y retrouver un élève de terminale qui lui aussi fait sa rentrée. Bonsoir Stélio Tata, vous êtes originaire de Moorea, vous partagez une chambre de 10. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes satisfait par les conditions d'hébergement? Bonsoir. Alors, aujourd'hui, c'est une rentrée assez compliquée, c'est-à-dire que l'on sort de vacances, de Noël, de fêtes,
Et cette rentrée est assez brutale. Mais concernant les conditions proposées par l'établissement et l'internat, ces conditions sont assez optimales, c'est-à-dire que nous avons des douches avec de l'eau chaude, nous avons des placards mis à disposition pour chaque élève, nous avons des lits, tout est mis en œuvre pour que les élèves soient dans des conditions optimales. Alors, ce sont les élèves des îles qui sont prioritaires, les élèves des Marquises, des Tuamotu, des Australes et donc ceux de Moorea. Vous êtes 130 internes en tout. L'ambiance est bonne? Vous êtes solidaires entre vous? Bien que le départ de la famille des îles pour venir ici à l'école, à l'internat, est assez compliqué pour certains, comme vous l'avez dit, il y a une ambiance assez conviviale au niveau scolaire, entre camarades aussi, on s'entraide énormément. Donc il n'y a pas eu de problème à relever, les élèves sont assez sérieux et ils s'entendent assez très bien. Est-ce que être interne, cela vous rend plus autonome? Est-ce que vous appréciez d'être loin de la famille? En soi, le fait de venir à Tahiti, c'est la ville et beaucoup d'élèves deviennent autonomes, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher nos propres linges. Bon, évidemment, l'argent via des parents, mais on a cette autonomie qui est propre à chacun et qui nous permet un peu de nous débrouiller à l'internat, à la ville, ce qui nous rend assez heureux. Rapidement, vous vous destinez à quel métier, Stélio? Moi, personnellement, je veux être professeur de maths plus tard, c'est-à-dire que je vise une licence mathématique après le lycée et puis partir sur un master de maîtrise mathématique pour 2 ans. Pour un total d'études de 5 ans. Je crois qu'on a vraiment besoin de vous ici en Polynésie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Patrick Tsing derrière la caméra. Et qui de mieux pour parler de la rentrée que le ministre de l'Éducation, Roni Telipaya, est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Le bien-être à l'école, c'est ce que vous souhaitiez à la rentrée 2023. 5 mois après, est-ce que les conditions d'accueil des internes s'améliorent? En tout cas, c'est l'objectif qui a été fixé depuis la prise de fonction. C'est important que les élèves se sentent bien, notamment en ce qui concerne les internes, puisqu'ils quittent leur noyau familial. Ils ont besoin d'être encadrés dans les meilleures conditions possibles pour justement favoriser leur réussite scolaire. Des travaux vont débuter au lycée Diadème, on l'a vu. Font-ils partie du plan Marshall dont vous avez parlé dans votre lettre de rentrée pour une série de constructions? Tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs appels d'offres, dont certains lots n'ont été jugés infructueux. Donc il faut relancer l'appel et normalement les travaux devaient commencer au mois de juin. Alors aujourd'hui, vous étiez à Moorea pour tenter de régler les problèmes de transport. Ce matin, au collège de Popo, de nombreux élèves étaient en retard. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour trouver le nombre de bus nécessaires? Alors, nous sommes désolés de cette situation. C'est normal qu'on essaie de faire le maximum. C'est un changement radical, puisque au départ, il y avait 15 bus. Donc, suite à la rupture de contrat avec la société RTU, donc on s'est retrouvé avec 10 bus seulement, mais on cherche des solutions. Et en principe, il y a 2 autres bus qui devraient arriver cette semaine pour pouvoir remédier à cette situation. Toujours dans ce collège de Popo, une professeure de mathématiques n'est pas remplacée depuis le 23 octobre. Elle ne reviendra qu'en avril. Que dites-vous aux parents d'élèves dans ces cas-là? Alors, c'est vrai que c'est une situation difficile. Normalement, un dispositif qui a été mis en place, il s'agit du pacte, pour permettre justement aux professeurs qui sont en poste de pouvoir remplacer dans l'immédiat. Et dans le cas d'un remplacement de courte durée, les professeurs, les collègues qui sont absents. Mais c'est vrai aussi que parfois, il est difficile de trouver des personnes capables de remplacer à l'instant. Donc après, ça suppose qu'il y a des discussions qui se font, notamment en partenariat avec le vice-rectorat, pour voir éventuellement quelles sont les personnes les plus habilitées, les plus aptes justement à remplacer. Oui, parce que ce n'est pas un cas unique, grossesse, départ à la retraite, maladie lors des épidémies. Les absences sont récurrentes, c'est quand même un problème majeur. C'est vrai que, comme je le rappelais à chaque fois, les enseignants, ce sont des êtres humains, ils tombent malades, ils ne sont pas à l'abri justement de tous ces microbes qui circulent. Il faut savoir que les établissements scolaires,
cette école, ce sont des nids à microbes. Donc les enseignants qui sont souvent en contact avec les élèves, et notamment dans les petites classes, ben forcément ils tombent malades. Ce n'est pas une excuse, hein. Je ne suis pas en train de trouver une excuse, mais il faut aussi prendre en compte cette réalité. Merci, Monsieur le Ministre. Restez avec nous. Je vous propose de nous rendre aux Australes pour un focus sur les élèves de Rapa. Les collégiens doivent quitter leur île pour poursuivre leur scolarité au collège de Tupuai. Pas d'aéroport à Rapa. Le voyage se fait à bord d'un cargo mixte, le Tuhape 4, qui dessert Rapa une fois par mois. James O. Roheyari Hariva. Après 36 heures de navigation dans une mer agitée, le navire Tuhape 4 accoste au quai de Tupuai. À son bord, une trentaine d'élèves inscrits au collège de Mataura. Ils sont accueillis par monsieur le principal en personne. C'était très important pour nous d'accueillir ces enfants parce qu'une fois qu'ils ont quitté leur famille, eh bien à Tupuai, nous devenons leur famille, leurs parents, leur maman, leur papa. En effet, les élèves de Rapa sont contraints de quitter leur Whenua après l'école primaire. Leur scolarité dans le secondaire se poursuit à Tupuai, pas toujours évident lorsque l'on n'a que 12 ans. J'étais un peu triste parce que je me suis séparée de mes parents. Ça me fait aussi de la peine. Et des fois, tu penses beaucoup à eux? Oui, quand je pleure. Le collège de Mataura dispose d'un internat avec 2 dortoirs séparés. Miwana et Ateham sont les 2 maîtres d'internat en poste depuis plus de 20 ans. On entame le deuxième trimestre qui fait les élèves de Rapa qui sont les 6e. Donc ils ont eu un temps d'adaptation depuis la rentrée du mois d'août. Hein. Donc voilà, c'est vrai, c'est pas évident pour eux. Et petit à petit, ils s'intègrent, petit à petit, ils s'habituent sur les lieux et ils prennent leurs repères et nous, on est là pour les encadrer. Si la scolarité des élèves de Rapa se déroule sans encombre ici à Tupuai, ils poursuivront leurs études dans les différents lycées de Tahiti. Ronit Elipaya, c'est toujours déchirant de voir ces enfants de 12 ans devoir quitter leur famille. Est-ce qu'ils ont la possibilité de rentrer chez eux à chaque vacances? En principe, oui, c'est prévu dans le cadre du partenariat avec les transports pour faire en sorte que les enfants rentrent chez eux et ça fait partie justement du bien-être que l'on veut parce que c'est important que si on veut que les enfants réussissent, mais forcément il faut qu'ils aient un contact, ils restent en connexion avec les familles, c'est important. Oui, le bien-être à l'école, ça fait partie de votre, des sujets de votre lettre de rentrée, avec des élèves et des professeurs qui s'expriment pleinement dans leur langue et leur culture. Quel bilan d'étape faites-vous de ce côté-là? Écoutez, plusieurs dispositifs ont été mis en place justement pour essayer d'atteindre ces objectifs, depuis la prise de fonction. Il y a toute une campagne qui a été mise en place pour la lutte contre le harcèlement, ça c'est important. Il y a dans le cadre des remplacements la mise en place du pacte. Il y a aussi la mise en place du pôle des langues polynésiennes pour justement essayer de fournir le maximum d'outils à nos professeurs pour l'enseignement des langues polynésiennes et de la culture. Et enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place, notamment s'agissant de la révision des programmes en histoire et en géographie pour essayer de fournir le maximum d'informations et de contenu pour transmettre à nos enfants le patrimoine culturel et identitaire. Et notamment sur le nucléaire, vous avez insisté sur ce thème? Oui, on a insisté. En fait, ça existait déjà depuis l'ancienne gouvernance, ça a été mis en place par l'ancienne gouvernance. En fait, on est là pour compléter les informations et essayer de fournir des informations les plus, comment dirais-je, fiables possibles, pour que l'élève, en tout cas, puisse se faire sa propre opinion. C'est important. Alors vous voulez mettre à terme des écoles, mettre en place des écoles immersives. Vous vous êtes entouré, vous le disiez, d'une task force, vous l'avez appelé ainsi, de spécialistes du bilinguisme. Où en est ce projet? Écoutez, dernièrement, je me suis rendu dans le cadre du dialogue de gestion en métropole et on a eu l'occasion de visiter des écoles d'Iwan, où effectivement les élèves passent le DNB et le baccalauréat dans la langue d'Iwan pour la plupart des matières, sauf peut-être en philosophie. Mais en tout cas, c'est une grande avancée. Si c'est faisable en France, pourquoi pas ici, dans notre pays, justement pour favoriser ça. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qu'il faut mettre en place rapidement, c'est les outils que l'on doit fournir aux enseignants pour pouvoir contribuer à la mise en place de ça. Pour moins d'insécurité linguistique. C'est ça. Alors, hier, sur notre plateau, la syndicaliste Diana Yenko a dit combien elle avait été choquée par vos propos sur le blanchissement de la population ou l'invasion de métropolitains. L'ancien président Fritsch a écrit au procureur de la République. Solène Bellawar n'a pas encore décidé de la suite qu'elle donnera à cette affaire. Est-ce que vous maintenez vos propos?
Écoutez, on me demande mon avis sur une idée. Donc, nous sommes dans un pays libre, puisque la liberté d'expression, ça fait partie bien de la démocratie, hein, notamment en France. Et nous sommes aussi dans un pays qui prône la discrimination positive. Donc, je ne fais qu'exprimer une opinion. On me demande mon opinion par rapport à des propos qui ont été tenus. Mais encore une fois, je crois qu'il faut arrêter qu'on nous muselle. Hein. La liberté d'expression permet justement de partager nos idées. Et donc, on a aussi le droit de s'exprimer et de donner notre avis sur certains points qui peut-être dérangent. Mais parfois, on peut aussi exprimer ce que certains, ne pas dire la majorité, pensent tout haut. Peut-être que c'était tout simplement maladroit, parce que vous voulez éduquer contre le racisme, c'est vous qui l'écrivez, et pourtant vous tenez ces propos qui posent tout de même question. Mais j'invite justement ceux qui parlent de racisme à revoir la définition dans l'encyclopédie. Quand on parle de racisme, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc il faut bien peser les mots avant de les utiliser. Je pense que c'est important. Vous allez en débattre peut-être oui. devant la justice. Voilà, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai reçu aucun document. Hein, donc je ne peux pas m'avancer sur les propos qui ont été tenus et notamment donner mon avis par rapport à ça. Un mot sur les boursiers. Hier, on a entendu des étudiants boursiers qui rencontraient des difficultés à recevoir leur bourse. Le montant n'était pas viré sur leur compte. Que se passe-t-il au niveau du pays? En fait, ça a toujours été comme ça. Hein. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas parce que ce gouvernement est en place que tout d'un coup, il y a des difficultés. Non. C'est vrai qu'on a là, on entre dans une autre session budgétaire. Au mois de janvier, c'est toujours ce qui se passe. Mais ils vont recevoir bientôt leur bourse. Donc ils doivent être rassurés ce soir. Je tiens à les rassurer. Merci beaucoup, Onit Elipaya. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À La Réunion, l'œil du cyclone Bellal a longé le nord-ouest et l'est de La Réunion. Il a transité au nord sans entrer dans les terres. L'île passe de l'alerte violette à rouge. Les secours vont pouvoir intervenir, mais la population reste confinée. L'heure est au bilan des dégâts. Retour sur ces 24 heures où La Réunion a eu très peur avec Claudette Vaitilingom. Le plus fort du cyclone Bellal a touché notre île dans le courant de la matinée. De fortes précipitations et des rafales de vent à 170 km/h à Gilo et à plus de 200 km sur les hauteurs nord de l'île. Toutes les précautions sont prises, notamment pour protéger son habitation, comme ici, chez cet habitant de Saint-Pierre. Vu que je n'ai pas de volet sur certaines de mes vitrées, j'ai mis du ruban adhésif, du coup, tout du long, en croix, voilà, les choses un petit peu classiques. Alors certains diront que ça ne sert à rien, d'autres disent que c'est très important. Au moins, ça ne coûte rien. L'île est à ce moment-là en alerte violette. Malgré les interdictions de sortie pour tout le monde, des badauds trouvent des prétextes pour braver les interdits. En fin de matinée, Bellal s'éloigne des terres. Le préfet lève l'alerte violette et on repasse en alerte rouge. Le cyclone n'a pas traversé l'île comme le prévoyait le service de la météo. Il est passé au nord. Les dégâts commencent à être visibles. Chez certains agriculteurs, le constat est terrible, comme chez Christophe, producteur de melons aux avirons et nouvellement installé. Il a perdu toute sa production. Aujourd'hui, maintenant, on a à peu près 2 tonnes et demie de melons qu'il était prêt à récolter, qu'il est au sol. Et une autre serre où les melons l'avaient bien poussé, il était productif aussi dans un mois et demi. Ce soir, le bilan humain est de 1 mort, un sans domicile fixe, dont le corps a été retrouvé près de la gendarmerie de Saint-Gilles. Il avait refusé de se mettre à l'abri. Plus de 700 personnes ont été accueillies dans les centres d'hébergement. 150 000 foyers sont privés d'électricité et 37 000 n'ont plus d'eau. Une cinquantaine de personnes d'EDF en renfort arriveront de métropole demain et mercredi. Sur 1282 relais téléphoniques, 226 sont hors service. Retour à Tahiti avec l'arrivée de Michel Boujna. Cet artiste aux multiples talents nous présente son dernier one-man show, Adieu les Magnifiques. Les Magnifiques, c'était son premier spectacle en 1984 avec le portrait de 3 juifs tunisiens immigrés en France. Les années ont passé et Michel Boujna souhaite dire adieu à ces personnages qu'il aime tant. Écoutez-le, il répond à Patrick Tinsing. Un gosse de 20 ans, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est ici, mais en Europe, qui va voir son grand-père et qui lui dit « Moi, je ne sais pas comment tu faisais à 20 ans, mais moi,
entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, il ne me reste plus qu'un orifice pour respirer. Donc je suis obligé de rester debout toujours ou de dormir sur le côté. Parce que dès que je m'assois, je m'étouffe. Et alors à la fois c'est drôle et en même temps ça raconte combien il y a une différence entre ce grand-père et son petit-fils. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que mon travail c'est de la rigolade au premier degré. J'ai beaucoup de respect pour les rigolos, hein, parce que c'est toujours très difficile de faire rire. Moi je fais rire et puis je fais pas rire et puis je fais rire et puis je fais pas rire. Je trouve qu'on apprécie bien le soleil quand il a plu avant. Mais apparemment j'arrive à la bonne période de l'année pour ça. L'information principale de ce journal, c'est la rentrée scolaire. Plus de 10% des élèves du second degré sont internes. Au lycée Diadème, les 368 pensionnaires intègrent les lieux petit à petit. Au lycée Gauguin, les 130 élèves sont logés dans des chambres de 6, 8 ou 10 élèves. Les élèves des Marquises, des Tuamotu et des Australes sont prioritaires. Soirée série sur la première avec dans un instant Designated Survivor, puis Meurtre au paradis. À la une de Tahiti Info demain, le transport scolaire en mode dégradé. Nous en parlions il y a un instant. Voilà pour les informations de ce lundi 15 janvier. Demain, vous retrouverez Ayata Tarahu aux commandes de vos journaux. Très belle soirée sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet